le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 14 février 2023. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Aujourd'hui, pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin, c'est la Saint-Valentin. Bonne fête de Saint-Valentin à tous ceux qui fêtent cette fête. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas, pour présenter la page internationale. À Jacques Maël, toute une équipe, Joannel François, Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Maël. Ouvrons cette page internationale aux États-Unis. Un homme a ouvert le feu sur le campus universitaire du Michigan aux États-Unis lundi soir. Bilan 3 morts au moins et plusieurs blessés, dont certains grièvement, selon la police qui annonce la mort du tireur par suicide. Voici un reportage signé TV5 Monde. Oh my God. Mouvement de panique ce lundi soir sur le campus de l'université du Michigan. Il est un peu plus de 20 heures. Oh my God. Des coups de feu ont été tirés dans un bâtiment. La police accourt. La scène n'est que trop familière pour les Américains. Quelques 50 000 jeunes vivent ici sur le campus d'East Lansing, à une centaine de kilomètres de Détroit. Il y a plusieurs blessés, dont certains grièvement transportés à l'hôpital. La police redoute d'autres victimes et appelle la population à se confiner. Nous avons tout de suite lancé l'alerte et conseillé à l'ensemble des habitants du campus de se mettre à l'abri, car le suspect est toujours dans la nature. Un seul suspect selon les informations des forces de l'ordre. Un homme peau noire, petit de taille, coiffé d'une casquette, veste de jean clair et reconnaissable à ses baskets rouges. Nous venons d'apprendre que le suspect a été localisé à l'extérieur du campus et il semble bien qu'il se soit suicidé. Sa mort est confirmée. L'homme se serait donc donné la mort selon la police. Son identité n'a pas été divulguée. C'est la dernière fusillade meurtrière en date aux États-Unis où le nombre d'armes à feu dépasse celui des habitants. Un adulte sur 3 possède au moins une arme à feu et près d'un adulte sur 2 vit dans un foyer où se trouve au moins une arme. En République démocratique du Congo, des attaques de miliciens en Ituri ont fait plus de 20 morts. Ituri, province aurifère du nord-est de la République démocratique du Congo. Voici un reportage signé Africa News. Plus d'une vingtaine de civils ont été tués dimanche dans de nouvelles attaques de miliciens en Ituri, province aurifère du nord-est de la République démocratique du Congo. Ces attaques sont attribuées à la Codeco, la coopérative pour le développement du Congo, une milice de plusieurs milliers d'hommes. Dans la province de l'Ituri, selon les rapports préliminaires, le groupe armé Codeco a tué au moins 20 civils hier et a brûlé plusieurs maisons. Ils auraient également endommagé des infrastructures médicales lors d'une série d'attaques contre les villages du territoire de Djougou. Au même moment, un autre groupe armé, celui des ADF, a attaqué 2 villages du territoire d'Irumu, faisant au moins 12 morts parmi les civils, selon nos informations. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a également déploré le fait que certains habitants se méprennent sur le rôle de la mission onusienne ou développent un sentiment anti-MONUSCO, proche de la haine, bloquant l'acheminement de l'aide humanitaire et le rétablissement des services essentiels et des soins de santé. La mission de maintien de la paix poursuit son engagement à Goma avec diverses communautés et leaders locaux pour discuter de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province, mais aussi des sentiments anti-MONUSCO qui entravent l'accès aux communautés ayant besoin d'une assistance immédiate, notamment dans les zones autour de Kichanga. Depuis la fin de l'année dernière, les morts se comptent par dizaines presque chaque semaine en Ituri. Ce conflit meurtrier entre tribus et Maïlendu a provoqué la fuite de plus d'1,5 million de personnes. Le président syrien Bachar al-Assad a approuvé lundi l'ouverture de 2 points de passage frontaliers pour l'acheminement de l'aide suite aux conséquences des 2 séismes. Les Nations Unies ont insisté pour ces passages additionnels afin de faciliter l'envoi d'aide humanitaire vers les zones contrôlées par les rebelles en Syrie. Voici un reportage à signer CGTN News.
Lundi, le chef des affaires humanitaires des Nations Unies, Martin Griffiths, s'est entretenu à Damas avec le président syrien. La discussion a porté sur l'ouverture de frontières additionnelles afin de permettre le flux d'aide de l'ONU, en particulier vers les parties du nord-ouest de la Syrie contrôlées par les rebelles. Le besoin là-bas est énorme et les Nations Unies veulent apporter de façon urgente une aide et des fournitures médicales. Après ce que l'ONU a qualifié de discussion délicate durant cette journée, le président syrien Bachar al-Assad a accepté d'ouvrir 2 points de passage frontaliers additionnels, mais uniquement pour 3 mois. Le gouvernement Assad s'est opposé depuis des années à l'approvisionnement d'aide à travers sa frontière vers les régions contrôlées par les rebelles. Le président al-Assad a confirmé le besoin d'une aide urgente à destination de toutes les régions de Syrie, incluant celles sous occupation et sous le contrôle de groupes terroristes armés. Il a également souligné l'importance des efforts internationaux et de mettre l'accent sur la reconstruction d'infrastructures en Syrie, car cela s'avère être une nécessité urgente pour la stabilité du peuple syrien. Pendant ce temps, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué cette décision. Il a déclaré que l'ouverture de ces points de passage permettrait à davantage d'aide d'atteindre les victimes du tremblement de terre et ce plus rapidement. Mais nul ne sait encore si les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies appuieront pour une résolution visant à maintenir des points de passage ouverts en permanence. À Bruxelles, l'Ukraine réclame toujours des avions de combat, mais du côté de l'OTAN, la priorité est plutôt l'accélération des fournitures d'armes avant une prochaine offensive russe. Voici un reportage à signer Euronews. Les membres de l'OTAN se rencontrent ce mardi à Bruxelles. Kiev réclame toujours des avions de combat et des missiles de longue portée, comme illustré par le ministre de la Défense du pays. Mais le but de la réunion est plutôt d'accélérer les livraisons d'armes. Pour l'Alliance Atlantique, la priorité est donnée à ce qu'elle qualifie de livraison utile. Our top priority, the urgent need now, is to ensure the heavy weaponry, the modern air defense systems, the ammunition, all the other things we need to ensure that Ukraine gets the advanced and modern systems which are already being pledged and that can really make a difference on the battlefield. Toutes les décisions liées à la livraison d'armes à l'Ukraine se prennent durant ces réunions orchestrées par les États-Unis et avec près de 50 pays participants. Les Alliés souhaitent accélérer la fourniture d'armement pour lui permettre de résister à une offensive russe annoncée. Mais la peur d'interférer dans le conflit bloque de nombreux pays. Un autre problème urgent se présente aux Alliés. D'après Jens Stoltenberg, les Ukrainiens utilisent plus de munitions que ce que l'OTAN est capable de produire, ce qui met sous pression les industries de défense. Nous resterons toujours en Ukraine. Alerte rouge, pénurie de munitions en Ukraine. Ça faisait le débat sur LCI. Écoutons un extrait de l'émission. Cette déclaration choc donc du patron de l'OTAN, c'est Jens Stoltenberg, alerte rouge sur les munitions pour l'Ukraine. La guerre en Ukraine consomme une énorme quantité de munitions et épuise les stocks alliés. Le rythme actuel d'utilisation de munitions par l'Ukraine est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production. Bon, alors, retire clairement la sonnette d'alarme, Magali. Est-ce que ça veut dire pour autant que le risque de pénurie est là et va arriver plus tôt qu'on ne pouvait le penser ? Il est pris en tous les cas très très au sérieux, ce risque de pénurie. Alors Stoltenberg fait cette sortie parce que demain les ministres de la Défense de l'OTAN se réunissent et il est clair que cette question est vraiment en haut de leur liste. Il faut bien voir qu'en ce moment, l'Ukraine en gros tire entre 5 et 10 000 obus par jour. La production américaine pour 2023, c'est 20 000 obus par mois de produits. Donc 20 000, 10 000. Vous voyez bien, il y a un problème, il y a un véritable problème de stock. Ce n'est pas les Européens qui sont capables de remettre beaucoup au pot. On voit bien qu'il y a 3 décennies de sous-investissement dans la défense. Donc aujourd'hui, on ne peut pas remettre en place des lignes de production comme ça du jour au lendemain. Les Américains ont fait des efforts, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Les Français aussi, hein, on sort plus de canons César aujourd'hui des lignes de production de Nexter. Mais enfin, c'est 6 par mois contre 2. Contre 2 auparavant. Voilà, on a triplé. Alors c'est déjà bien, évidemment, mais voilà, c'est pour vous montrer, on peut faire des efforts,
Mais en gros, il y a tellement, les Ukrainiens utilisent tellement de munitions aujourd'hui qu'on voit bien que c'est très difficile. Et c'est ce que Zelensky est allé dire quand il est allé à Bruxelles, c'est ce qu'il a dit aussi aux Britanniques. Il y a un besoin urgent aujourd'hui de faire davantage d'efforts. Le problème, c'est où est-ce qu'on trouve l'argent ? Comment est-ce qu'on remet en place ces lignes de production ? Est-ce que même on peut aller chercher au-delà de l'Europe, de l'OTAN. Enfin, quels sont les moyens aujourd'hui à disposition ? Si la guerre dure, il est certain que le problème des stocks va être majeur. Autre chiffre qui va exactement. C'est le terminus sur la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Prod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Météo pour ce mardi 14 février à Boston, 49 degrés Fahrenheit, 9 degrés Celsius. Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.